Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne. Je suis Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 20 mai, mardi. Bonjour. L'ancien président américain Joe Biden a reçu un diagnostic de cancer de la prostate agressif métastasé aux os. Le diagnostic, confirmé le 18 mai 2025, fait suite à des symptômes urinaires et à la découverte d'un nodule prostatique lors d'un examen physique de routine. Son équipe médicale a indiqué que le cancer est hormonosensible, ce qui permet une prise en charge efficace, et les options thérapeutiques sont actuellement à l'étude. Le cancer présente un score de Gleason de 9, ce qui le classe comme une forme agressive à haut risque. Les experts médicaux se sont étonnés qu'un stade aussi avancé du cancer n'ait pas été détecté plus tôt, compte tenu du fait que Biden bénéficiait d'examens de santé réguliers. Certains se sont demandé si des signes antérieurs n'avaient pas été négligés pendant sa présidence. Malgré la gravité du diagnostic, l'équipe médicale de Biden a souligné que la nature hormono-sensible du cancer offre une piste thérapeutique efficace. L'ancien président et sa famille explorent actuellement différentes options thérapeutiques pour traiter cette maladie. Le diagnostic de Biden a suscité une vague de soutien de la part de ses alliés politiques et de ses opposants, reflétant une préoccupation commune pour sa santé et son bien-être. Ce sommet est l'occasion de travailler ensemble pour la paix et la sécurité en Europe. Le 19 mai, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a participé au sommet UE-Royaume-Uni à Londres, lors d'une conférence de presse en présence de Keir Starmer, Premier ministre britannique, et d'Antonio Costa, président du Conseil européen. L'accent a été mis sur un programme renouvelé pour la coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et sur une compréhension commune. Thank you very much. Merci pour vos mots, mon cher Keir. C'est un moment historique car il s'agit du tout premier sommet UE-Royaume-Uni et c'est un succès, et c'est aussi grâce à votre leadership. Je tiens vraiment à vous remercier pour ce leadership, car il ne s'agit pas seulement du jour du sommet, où nous sommes maintenant à Londres, mais de toutes ces semaines et de tous ces mois de préparation et de travail acharné pour parvenir à cet excellent résultat. Nous tournons une page. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre relation unique. C'est l'histoire de partenaires historiques et naturels, côte à côte sur la scène internationale, confrontés à la plupart des mêmes défis, poursuivant les mêmes objectifs, partageant les mêmes valeurs et partageant les mêmes valeurs. Nous recherchons donc des solutions bénéfiques pour nos deux peuples et nous nous tenons côte à côte pour trouver les solutions. Je souhaite examiner une compréhension commune, qui est en fait la feuille de route que nous avons convenu de suivre après ce sommet. Tout d'abord, nous avons conclu notre partenariat de sécurité et de défense. Cela renforcera notre coopération en matière de sécurité et de défense. De nombreux sujets sont abordés, notamment l'industrie de la défense, mais aussi la mobilité militaire, la consolidation de la paix, la gestion des crises ou la lutte contre les menaces hybrides, pour n'en citer que quelques-uns. Il s'agit de la première étape vers la participation du Royaume-Uni au programme européen d'investissement dans la défense. Nous l'appelons SAFE. Il s'agit de 150 milliards d'euros de prêts pour des achats conjoints. Ce partenariat de sécurité et de défense ouvre la voie à des achats conjoints. Nous avons besoin d'une deuxième étape. Mais ces achats conjoints dont nous avons discuté augmenteront notre préparation, combleront nos lacunes militaires et, ce qui est primordial, renforceront notre interopérabilité lorsque nos forces armées participeront à des missions communes. Cela créera de nouvelles opportunités pour nos industries de défense et, comme je l'ai dit, ouvrira la voie à un soutien plus fort et mieux coordonné pour l'Ukraine, ce qui est important, que ce soit par le biais d'achats conjoints de capacités militaires qui seront ensuite mises à disposition en Ukraine ou pour des investissements directs dans l'industrie de la défense ukrainienne. Cela s'inscrit dans le contexte où nous sommes unis derrière la lutte de l'Ukraine pour sa survie et fermement engagés en faveur d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel menant à une paix juste et durable en Ukraine. Mon deuxième point est que je souhaite parler de ce qui est au cœur de notre partenariat. Les personnes. Des millions de familles et d'amis se trouvent des deux côtés de la Manche. Cette décision, c'est une excellente nouvelle. Enfin, je touche à ma fin.
Concernant la justice et l'immigration, nous renforçons notre coopération pour assurer la sécurité de nos citoyens. Cela implique davantage de travail opérationnel conjoint, notamment via Europol et un échange d'informations fluide. Car, comme nous le savons tous, la criminalité ne s'arrête pas aux frontières. Notre réponse à l'immigration clandestine ne devrait pas non plus s'arrêter. Nous unissons nos forces pour lutter contre les passeurs et les trafiquants. Il s'agit de criminalité organisée. Notre objectif est clair. Nous voulons protéger nos frontières et prévenir de nouvelles tragédies. Nous renforçons également notre coopération avec les pays tiers. Comme vous le savez, du côté de l'Union européenne, nous en avons fait l'une de nos priorités et nous nous réjouissons que le Royaume-Uni se joigne à nous dans cet effort. Cher Keir, ce que nous avons convenu aujourd'hui est historique. Cela fera une réelle différence pour les citoyens du Royaume-Uni et de toute l'Union. Mais le message que nous envoyons au monde aujourd'hui est tout aussi important, voire plus important. C'est un message qui, en cette période d'instabilité mondiale et où notre continent est confronté à la plus grande menace qu'elle représente depuis des générations, nous restons unis en Europe. Une relation solide entre l'UE et le Royaume-Uni est d'une importance fondamentale pour notre sécurité, notre prospérité et notre destin commun sur ce continent. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je tiens donc à vous remercier de nous avoir accueillis. Ce fut un sommet formidable et merci beaucoup pour votre leadership. Je repense à l'époque où j'étais étudiant à Londres et, grâce à cette expérience, je sais que le premier endroit où l'on va à l'étranger quand on est jeune est une impression durable. On tombe amoureux de la ville et du pays et, pour le reste de sa vie, on est le meilleur ambassadeur de ce pays. Je suis donc ravi que nous ayons convenu de créer un programme Erasmus+ pour les jeunes et de travailler à la mise en place d'un programme d'expérience pour les jeunes. Il s'agit simplement de cette expérience. Cela permettra à la prochaine génération de vivre et étudier à nouveau dans nos pays respectifs, ce qui permettra de nouer des amitiés durables. Passons maintenant à ce qui nous unit davantage: l'énergie et les objectifs climatiques communs. Aujourd'hui, nous avons décidé d'explorer la participation du Royaume-Uni au marché européen de l'électricité. C'est bénéfique pour la stabilité des flux énergétiques. C'est bénéfique pour notre sécurité énergétique commune, car nous savons qu'un marché plus vaste contribuera également à faire baisser les prix de l'énergie et attirera davantage d'investissements privés, grâce à la stabilité réglementaire et à la prévisibilité qui permettent d'exploiter le vaste potentiel qu'offre la mer du Nord, notamment en matière d'énergie renouvelable, bon marché et local. De plus, nous sommes tous deux déterminés à montrer l'exemple sur la voie de la neutralité carbone. C'est pourquoi nous avons également convenu de travailler à l'interconnexion de nos systèmes d'échange de quotas d'émissions. Un système intégré plus vaste constitue une avancée majeure dans la décarbonation et crée des conditions de concurrence équitables. Aujourd'hui, nous avons également décidé de faciliter les échanges de produits agroalimentaires entre nous travaillons à la création d'un espace sanitaire commun. Cela signifie plus de sécurité et de stabilité pour les agriculteurs, les producteurs alimentaires et les pêcheurs des deux côtés de la Manche. Des aliments plus sûrs et une plus grande confiance des consommateurs. Avec le cadre de Windsor, cela apportera également des avantages supplémentaires à l'Irlande du Nord. Cela facilitera davantage la circulation des produits agroalimentaires entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord continuera de bénéficier d'un double accès au marché unique de l'UE et au marché intérieur du Royaume-Uni. De plus, c'est beaucoup, mais nous sommes convenus d'un accord sur la pêche garantissant un accès réciproque aux eaux jusqu'en 2038. C'est essentiel pour la stabilité et la prévisibilité à long terme. Nous avons convenu de préserver le libre-échange historique des produits sidérurgiques. L'acier est un secteur vital. It is a message that at a time of global instability and when our continent faces the greatest threat it has for generations, we in Europe stick together.
A strong EU-UK relationship is of fundamental importance for that, for our security, for our prosperity, for our shared destiny on this continent. And this is what it's all about today. So I want to thank you for hosting us. It was a great summit, and thank you very much for your leadership. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, Gaspard Arsenault, ancien ambassadeur de France, prononcera un discours exécutif sur l'un des représentants des membres connus sous le nom de « découverte du cancer de la prostate par Biden ». Le 18 mai 2025, il a été officiellement confirmé que l'ancien président américain Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate agressif, déjà métastasé aux os. Cette annonce est survenue après une série d'évaluations médicales, suite à des symptômes urinaires signalés par M. Biden, notamment des douleurs et une gêne persistante. Un examen physique de routine effectué plus tôt au printemps a permis de détecter un nodule préoccupant sur la prostate, ce qui a conduit à des analyses complémentaires et à des examens d'imagerie médicale. Les médecins ont déterminé qu'il s'agissait d'un cancer de haut grade, avec un score de Gleason de 9, ce qui indique une forme particulièrement agressive et évolutive de la maladie. Toutefois, la tumeur est hormonodépendante, ce qui offre une voie thérapeutique importante grâce aux traitements hormonaux et à d'autres approches oncologiques modernes. Le diagnostic a été un choc pour de nombreux professionnels de la santé comme pour le monde politique, compte tenu de l'accès régulier de M. Biden à des soins médicaux de pointe et à des bilans de santé complets tout au long de sa présidence et après. L'ancien président serait actuellement dans un état stable, pris en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire. Les options thérapeutiques envisagées incluent une hormonothérapie ou traitement par privation androgénique, la chimiothérapie, la radiothérapie, voire la participation à des essais cliniques. Le fait que le cancer se soit propagé aux os complique le pronostic, mais la nature hormonodépendante de la maladie permet un espoir raisonnable quant à la gestion des symptômes et à l'amélioration de la qualité de vie ainsi que de la durée de survie. Âgé de 82 ans depuis novembre 2024, M. Biden a reconnu publiquement son diagnostic et a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages de soutien venus du peuple américain et de dirigeants étrangers. Son épouse, Jill Biden, ainsi que leurs enfants, seraient à ses côtés dans cette épreuve qui s'annonce longue et suivie de près. Selon son porte-parole, l'ancien président reste lucide, parfaitement conscient de sa situation, et conserve un état d'esprit combatif et optimiste. Les réactions politiques ont été largement bienveillantes, provenant aussi bien de ses alliés que de ses anciens adversaires. L'annonce a également ravivé les discussions sur le dépistage du cancer chez les personnes âgées et sur l'importance d'une détection précoce. Certains médecins se sont interrogés sur la possibilité que des signes avant-coureurs aient été négligés, malgré les examens réguliers. Cela a mené à des débats plus larges sur la transparence des informations médicales présidentielles et sur les protocoles en vigueur. Bien que ce diagnostic ouvre une phase grave et incertaine dans la vie de Joe Biden, il met également en lumière des enjeux plus vastes liés au vieillissement, aux soins contre le cancer et à la résilience de figures publiques confrontées à des épreuves personnelles. Tandis que l'ancien président et son équipe médicale poursuivent leurs réflexions sur le meilleur traitement à suivre, le public reste dans l'attente d'informations régulières sur son état de santé, les progrès thérapeutiques et le pronostic global. Son bureau a fait savoir que des déclarations seront faites régulièrement à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, et que M. Biden remercie la population de respecter l'intimité de sa famille durant cette période. En tant que figure majeure de la vie politique américaine des 50 dernières années, sa lutte contre le cancer de la prostate sera suivie de près, non seulement en tant que sujet d'intérêt public, mais aussi comme expérience humaine universelle, au-delà des clivages politiques. Le 19 mai 2025, le président Donald Trump a eu des entretiens téléphoniques séparés avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky afin de discuter d'un éventuel cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien en cours. Trump a qualifié le conflit de « bain de sang », citant des chiffres non vérifiés de pertes dépassant les 5000 soldats par semaine. Des responsables du Kremlin ont confirmé les préparatifs de cet appel, témoignant d'un regain d'efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités. Parallèlement, le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio ont rencontré le pape Léon XIV au Vatican, soulignant ainsi un effort diplomatique plus large en faveur de la paix. Leurs entretiens ont notamment inclus des discussions avec Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la première ministre italienne Giorgia Meloni, soulignant leurs préoccupations humanitaires communes. Sur le plan intérieur, Trump a été critiqué pour ses tentatives de démanteler le Bureau de la protection financière des consommateurs, ce qui a suscité des inquiétudes parmi le personnel quant à la protection des consommateurs dans un contexte d'instabilité économique.
Il a également dû faire face à une vive réaction face à un projet de loi républicain sur la santé de 880 milliards de dollars, menaçant Medicaid et Obamacare. Des groupes de défense des droits ont mis en garde contre des pertes de couverture pour des millions de personnes. Le projet de loi fiscale de Trump a été adopté après une résistance initiale, malgré les prévisions selon lesquelles il pourrait alourdir la dette nationale de 3 000 à 5 000 milliards de dollars. De plus, les forces de l'ordre ont exprimé leur frustration face au refus de l'administration de commémorer les officiers du Capitole qui ont défendu le pays contre l'insurrection du 6 janvier 2021. Aujourd'hui, l'Irak, le secrétaire général de l'ONU salue les progrès accomplis et appelle à l'action concernant Gaza, le Liban et le Soudan. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a salué les progrès réalisés par l'Irak depuis 2004, notamment en matière de renforcement des institutions, de résolution des conflits par le dialogue, d'aide humanitaire et de promotion du développement durable et des droits de l'homme. Le secrétaire général a pris la parole aujourd'hui, 17 mai, au sommet de la Ligue des États arabes, qui s'est tenu à Bagdad, en Irak. Vos Altesses, Vos Excellences, mon cher ami, secrétaire général Aboul Gheit, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'être parmi vous pour renforcer notre partenariat avec la Ligue des États arabes. La région et le monde sont confrontés à des épreuves sur tous les fronts, à commencer par Gaza. Rien ne justifie les atroces attentats terroristes du 7 octobre perpétrés par le Hamas, mais rien ne justifie la punition collective du peuple palestinien. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu permanent, de la libération inconditionnelle de nos otages et de la libre circulation de l'aide humanitaire, ainsi que de la fin du blocus. Je suis alarmé par les projets annoncés par Israël d'étendre ses opérations terrestres et d'autres opérations. Je souligne que les Nations Unies ne participeront à aucune prétendue opération d'aide qui ne respecterait pas le droit international et les principes humanitaires, d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. Je réitère mon appel au soutien urgent et total de l'UNRWA, y compris financier, pour son travail. Nous rejetons les déplacements répétés de la population de Gaza et nous rejetons évidemment ces déplacements. Pour toute question de déplacement de forces hors de Gaza, nous devons également rester concentrés sur la situation désastreuse en Cisjordanie occupée. Soyons clairs, l'annexion est illégale. Les colonies sont illégales. Seule une solution à deux États peut assurer une paix durable. Israël et la Palestine cohabiteront en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU, au droit international et aux accords précédents. La conférence de haut niveau de juin, coprésidée par la France et le Royaume d'Arabie Saoudite, représente une opportunité importante pour le monde, la région et, surtout, les peuples de Palestine et d'Israël. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir la solution à deux États disparaître sous nos yeux. Cet objectif n'a jamais été aussi impératif, mais malheureusement, il semble aussi plus lointain. La communauté internationale a une énorme responsabilité en ce moment décisif. Excellence, Liban, la résolution 1701 du Conseil de sécurité est sans équivoque, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban doivent être respectées. Le gouvernement libanais doit contrôler l'ensemble du territoire libanais. Je salue l'engagement pris par les responsables libanais de garantir le monopole d'État sur les armes. J'encourage également la poursuite des réformes et les efforts visant à déployer les forces armées libanaises au sud-Liban, avec le soutien de la FINUL en Syrie. La souveraineté, l'indépendance et l'unité territoriale sont essentielles. Nous devons soutenir fermement un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Syriens, fondé sur les principes fondamentaux de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Ce processus doit garantir les droits et la participation de tous les Syriens, quelle que soit leur origine ethnique et leur religion, et assurer leur protection.
C'est la voie vers un avenir pacifique, indépendant et démocratique, ainsi que vers leur relance économique, à mesure que les sanctions sont levées. Excellences, les attaques yéménites en mer Rouge ont considérablement endommagé les économies régionales et mondiales. Je salue l'annonce faite par le sultanat d'Oman le 6 mai, selon laquelle les États-Unis et les Ouïs cesseraient les hostilités. La violence doit cesser alors que nous œuvrons pour un règlement politique négocié mené par le Yémen. Le personnel de l'ONU et les autres personnes arrêtées arbitrairement doivent être libérées. Au Soudan, un engagement multilatéral renouvelé et coordonné est crucial pour contribuer à endiguer les violences effroyables, la famine et les déplacements massifs. Je suis très reconnaissant à la Ligue arabe et à l'OUA pour l'excellente réunion de coordination que nous avons organisée hier. Je salue les efforts de la Ligue arabe pour renforcer la coordination multilatérale en Somalie. L'unité et le dialogue inclusif sont impératifs. L'aide des partenaires de la Somalie sera essentielle dans la lutte contre Al-Shabaab et le renforcement de la paix et de la sécurité dans le pays. C'est pourquoi je recommande au Conseil de sécurité de garantir un financement prévisible et durable pour la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. En Libye, nous collaborons activement avec les acteurs nationaux et internationaux pour mettre fin à la confrontation entre les groupes armés, préserver l'indépendance des principales institutions de contrôle et surmonter les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du pays. Élections nationales. Et tracer la voie vers une stabilité et une prospérité à long terme, conformément aux besoins et aux aspirations du peuple libyen. Une fois de plus, la Ligue des États arabes est un partenaire essentiel dans ces efforts. Enfin, ici à Bagdad, je tiens à reconnaître et saluer les progrès réalisés par l'Irak depuis le rétablissement de sa souveraineté en 2004, renforcement des institutions, résolution des conflits par le dialogue, fourniture d'une aide humanitaire et promotion du développement durable et des droits de l'homme. J'espère sincèrement que toutes les questions en suspens trouveront une solution juste par le dialogue. La mission d'assistance des Nations Unies en Irak a accompagné le pays sur cette voie et nous travaillons à assurer le succès de son mandat résiduel et un retrait ordonné d'ici le 31 décembre 2025. Nous sommes déterminés à continuer de soutenir le gouvernement et peuple irakien vers un avenir pacifique, démocratique et prospère. Altesse, Excellence, malgré les énormes défis, tirons les leçons et l'espoir. D'ici à Bagdad. Strengthening institutions, resolving disputes through dialogue, providing humanitarian assistance and fostering sustainable development and human rights. And I sincerely hope that all pending issues will find a just solution by dialogue. The United Nations Assistance Mission in Iraq has accompanied the country on this path, and we are working to ensure the successful delivery of its residual mandate and an orderly drawdown by 31 December 2025. We are committed to continue supporting the government and people of Iraq towards a peaceful, democratic, and prosperous future. Highnesses, Excellencies, despite the enormous challenges, let us draw lessons and hope from here in Baghdad. Working in unity and solidarity, we can help resolve conflicts and build a future of peace and prosperity. That is the shared goal of the League of Arab States and the United Nations, and I look forward to continue to deepen our partnership together. Shukran. En mai 2025, l'industrie du voyage au Japon connaît d'importantes perturbations, influencées par une combinaison de phénomènes culturels et de facteurs économiques. Un développement notable est la popularité croissante de la divination et de la culture des bandes dessinées parmi les touristes. Ces tendances culturelles attirent un groupe de visiteurs de niche intéressés par des expériences uniques mêlant pratiques japonaises traditionnelles et divertissements contemporains. Cependant, ce changement dans les intérêts des touristes a conduit les agences de voyage à réévaluer leur stratégie de marketing, qui s'adapte pour répondre à ces préférences évolutives.
Sur le plan économique, le secteur du tourisme au Japon est confronté à des défis tels que la fluctuation des valeurs monétaires et l'évolution des modèles de voyage mondiaux. Ces changements économiques ont affecté l'accessibilité et l'abordabilité des voyages au Japon, influençant les flux touristiques internationaux et nationaux. En raison de ces facteurs culturels et économiques, on observe une baisse notable des réservations de voyage au Japon. Les touristes recherchent de plus en plus des destinations offrant des expériences alignées sur leurs intérêts et leurs considérations budgétaires. Cette tendance a incité les acteurs de l'industrie touristique japonaise à innover et à diversifier leurs offres pour attirer un éventail plus large de visiteurs. Malgré ces défis, l'industrie du voyage au Japon reste résiliente. Des efforts sont en cours pour revitaliser le secteur grâce à des campagnes de marketing ciblées, des partenariats avec des institutions culturelles et le développement de nouvelles attractions qui séduisent à la fois les intérêts traditionnels et contemporains. L'objectif est de restaurer la position du Japon en tant que destination touristique de premier plan en alignant ses offres sur les préférences évolutives des voyageurs mondiaux. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure avec Mathieu Augustin. À demain, bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.